Le jour où il est mort, la maison s'est remplie, des gens partout, des visages tristes, des larmes, des discours. Tout le monde semblait si affecté. Mais vous savez quoi? Le lendemain, plus personne. Plus un appel, plus une visite. Seulement le silence. Ce silence lourd, glacé. Celui qui vous fait comprendre que, parfois, l'amour qu'on croyait éternel disparaît dès que le cercueil se referme. Quand Henri est mort, la maison s'est remplie pour un jour. Des pas sur le parquet, des voix retenues dans l'escalier, des verres à moitié vides, posés sur les rebords des fenêtres. Ils sont venus. La famille, les collègues d'avant, les voisins, même ceux qu'on ne voyait plus depuis des années. On a évoqué ces blagues, ces silences, ces manies. Et puis la nuit est tombée, et un à un, ils sont partis. Je suis restée seule, avec les coussins encore marqués par des silhouettes, et l'odeur vague du parfum de quelqu'un que je n'ai pas reconnu. Le silence s'est installé d'un coup, comme un couvercle. J'ai mis 3 jours à oser retirer ses chaussures du tapis de l'entrée. Henri et moi avons vécu ici plus de 30 ans. Ce quartier de Montplaisir, on l'avait choisi ensemble, à une époque où il rêvait encore d'ouvrir son propre atelier de restauration. Après qu'il a perdu son emploi, c'est moi qui ai payé l'apport pour cette maison. Mais on avait tout mis à 2 noms. Toujours à 2. Même dans le déséquilibre. Le lendemain des obsèques, Camille est venue. Elle portait du noir, mais pas le genre de noir qui pleure. Plutôt celui qui impose. Elle m'a embrassée comme on embrasse une vieille connaissance qu'on tolère, et puis elle a dit, d'une voix douce, « Papa aurait voulu que tu sois dans un endroit plus adapté à ton âge. Tu sais, avec des aides, du confort. » Je n'ai rien répondu. Mais quelque chose s'est tendu dans l'air, comme un fil invisible qui, s'il se rompait, ferait tout basculer. Dans les jours qui ont suivi, des détails ont commencé à disparaître. Le manteau gris d'Henri, celui qu'il mettait toujours pour descendre acheter le pain, avait disparu de la patère. Une photo de notre mariage, accrochée dans l'entrée depuis 20 ans, avait été remplacée par un cadre vide. Même l'horloge qui sonnait chaque heure depuis notre déménagement s'était arrêtée. J'ai cru à une panne, mais c'était plus profond. C'était une désintégration. Je n'ai rien dit. Je me suis contentée de regarder. Observer est une forme de résistance. Et c'est dans le silence que j'ai commencé à comprendre. Un matin, en montant au grenier pour retrouver des albums, je suis tombée sur un carton scellé avec du vieux ruban brun. Sur le dessus, au marqueur, « Documents notariaux ». En l'ouvrant, j'ai trouvé une enveloppe, pliée soigneusement, avec mon nom, l'écriture d'Henri. À l'intérieur, une lettre, datée de 3 semaines avant sa mort. « Solange, je suis désolée pour la distance. Camille m'a mis entre 2 feux. Mais cette maison est à toi autant qu'à moi. Ne la laisse pas te voler ça. » Je l'ai relu 3 fois. Puis, sans un mot, je suis descendue et scanné tous les papiers et j'ai pris rendez-vous avec un avocat. Camille croyait que j'étais fatiguée, vulnérable, prête à me laisser pousser vers la sortie avec politesse. Elle ignorait que le deuil n'était pas une faiblesse. Chez certaines femmes, c'est un feu. Camille a toujours su parler sans dire. Elle laisse flotter les mots, comme des miettes qu'on suit sans jamais atteindre le pain. Lorsqu'elle est revenue cette semaine-là, c'était avec des sacs en toile, des classeurs, un ordinateur portable. Elle s'installait au salon comme si elle était chez elle. « J'ai besoin de trier un peu les papiers de papa », disait-elle. « Tu sais comme il était désorganisé ?» Je savais. Henri empilait les enveloppes comme on empile les années. Mais ce que je voyais, ce n'était pas du tri. C'était du tamisage. Elle cherchait quelque chose. Elle ouvrait les tiroirs, les dossiers, même mon armoire. Une fois, je l'ai trouvée dans la chambre, debout devant ma table de chevet, un sourire figé sur les lèvres. Je cherchais les clés de la cave. « Tu les as vues ?» Je n'ai pas répondu. J'ai simplement refermé le tiroir, doucement, entre elle et moi. Il y avait une sorte de balai entre nous, feutré mais menaçant. Elle posait des objets sur des surfaces où ils n'avaient jamais été, changeait les rideaux sans prévenir, demandait des devis pour repeindre les murs. « C'est triste ce beige », disait-elle. « Papa aurait voulu plus de lumière. » Elle parlait de mon salon comme d'une pièce vide, alors que chaque centimètre portait l'empreinte de nos 30 années. Je ne disais rien. J'écoutais. Un soir, elle est venue avec un homme. Il ne s'est pas présenté. Il a juste salué d'un signe de tête et a commencé à prendre des mesures. « C'est un ami. Il travaille dans l'immobilier, » expliqua-t-elle. « Pour avoir une idée, au cas où tu déciderais de vendre. » Je suis restée droite, immobile. Je n'ai pas répondu.
Mais j'ai noté le regard qu'il m'a lancé en sortant, celui qu'on réserve à une chose encombrante. Cette nuit-là, je suis retournée au grenier. J'ai fouillé plus loin, dans les caisses où Henri gardait ses vieux carnets. Et j'ai trouvé un double de la lettre, mais avec des annotations, des flèches, une liste de noms, des pages arrachées. Henri avait découvert quelque chose, ou pressenti, et il avait commencé à l'écrire. Mais il n'avait pas fini. Dans un carnet bleu, entre deux listes de courses, j'ai trouvé cette phrase, griffonnée, presque illisible. Si elle ose aller jusque-là, je devrais tout dire. Mais il n'avait rien dit. Il était mort. Je suis restée là, longtemps, le carnet contre moi, le grenier glacé et poussiéreux. Et pour la première fois, j'ai compris que Camille n'était pas seulement en train d'effacer Henri. Elle cherchait à effacer moi. Ce n'était pas une question de maison. C'était une question d'héritage, de territoire, de pouvoir. Et moi, j'étais l'obstacle. Il y avait dans le salon un fauteuil bleu nuit, un peu râpé sur les accoudoirs. Henri y lisait chaque soir, un livre sur les genoux, ses lunettes à demi glissées sur le nez. C'était son refuge, sa tanière de silence. Et moi, je l'observais souvent de la cuisine, ce halo de lampe autour de son crâne, ses doigts tapotant inconsciemment l'accoudoir. Un matin, en descendant, le fauteuil n'était plus là. À sa place, un fauteuil beige clair, lisse, moderne, impersonnel, comme dans une salle d'attente. J'ai pensé que ça ferait plus aéré, expliqua Camille. Celui d'avant était vieux. Il sentait un peu l'humidité. Tu ne trouves pas ? Je ne trouvais pas. Je trouvais qu'il sentait Henri, et que cette odeur-là, personne n'avait le droit de l'effacer. Mais je ne dis rien. Elle attendait une réaction. Je lui ai offert mon silence. C'est plus coupant qu'un cri. Ce même jour, elle a commencé à parler de son projet de vie, de stabilité, d'espace pour fonder une famille. Tu sais, cette maison a un jardin, une chambre d'amis, une lumière incroyable. Ce serait parfait pour un enfant. Je l'ai regardé. Pas directement. Mais avec cette acuité qu'on développe quand on vit longtemps avec quelqu'un, l'écoute entre les mots. Elle n'était pas enceinte. Pas encore. Mais elle préparait le terrain. Elle construisait une narration, brique après brique, où j'étais un personnage en trop. Ce soir-là, j'ai préparé du thé. Elle ne boit jamais de thé, Camille. Trop banal, trop lent. Elle préfère les cafés glacés, les boissons étranges à base de graines et de mousse. Je me suis assise dans le canapé, là où Henri ne s'asseyait jamais. Il disait que ce canapé avait l'air de vouloir l'engloutir, et en m'y installant, j'ai compris. Il était trop mou, trop large, trop neuf, comme tout ce qu'elle apportait. Je me suis mise à feuilleter de vieux albums, pas par nostalgie, par cartographie, pour me rappeler l'histoire de cette maison, les fêtes, les peintures refaites à minuit, les disputes dans la cuisine, le chat qui grimpait au rideau, chaque trace de nous, dans chaque recoin. Puis j'ai ouvert mon ordinateur. J'ai commencé à scanner, numériser, classer, actes, lettres, factures, preuves. Camille pensait me déplacer comme un meuble. Mais un meuble, ça garde la mémoire de la pièce. Le lendemain, elle m'a tendu une enveloppe. Ce sont des papiers qu'il faudrait que tu signes. Ce n'est rien d'important. Juste pour officialiser le changement d'adresse. Des formalités. Je n'ai pas ouvert l'enveloppe. J'ai juste levé les yeux vers elle. « Tu sais lire les petites lignes ?» a-t-elle demandé, avec un sourire. « Parfaitement », ai-je répondu. « Et toi, tu sais que falsifier un document, c'est un délit ?» Son visage s'est figé. Une fraction de seconde. Mais je l'ai vue, et j'ai su. Elle allait plus loin que je ne l'imaginais. Je n'ai pas dormi cette nuit-là. J'ai attendu d'entendre la porte de la chambre de Camille se refermer, ses pas cesser sur le plancher, le silence revenir. Et puis je suis descendue. L'enveloppe blanche était restée sur le buffet, comme une provocation. Je l'ai ouverte avec précaution. À l'intérieur, un contrat, une cession partielle de droit, des phrases vagues, des clauses en italique. Mais je connais la langue des papiers, et ce que je lisais, c'était une tentative d'extinction. Elle voulait que je reconnaisse que cette maison ne m'appartenait pas vraiment, que j'y étais tolérée. Une locataire de passage, une invitée prolongée. Et dans la marge d'un feuillet, écrit à la main, une phrase me glaça. Si refus, faire pression via notaire. Camille n'avait plus peur. Elle se sentait déjà victorieuse. Le matin, je l'ai vue descendre, fraîche, maquillée, un sourire poli, comme si rien n'avait été tenté la veille. « Tu as eu le temps de lire ?» demanda-t-elle. « Oui, ai-je dit.
Je préfère en discuter avec mon avocat. » Elle a haussé les sourcils. Juste assez pour que je le voie. Mais elle n'a rien dit. Je suis sortie. Dehors, Lyon était baigné de cette lumière d'hiver qui rend tout plus net, plus dur. J'ai marché jusqu'au cabinet de Maître Jourdain, l'avocat recommandé par une amie. Un homme maigre, précis, qui portait des lunettes sans monture et parlait comme s'il dictait un procès-verbal. Je lui ai tout montré, l'acte de propriété, les relevés, la lettre d'Henri, l'enveloppe de Camille. Il a lu, sans m'interrompre. Puis, lentement, il a refermé le dossier. « Madame, ce que vous avez ici constitue une preuve solide. Mais ce n'est pas juste une question de documents. C'est une guerre d'intimidation. » Et elle a commencé. Je suis rentrée plus légère. Non pas parce que je me sentais protégée, mais parce que je n'étais plus seule dans ce combat. Camille, ce soir-là, m'a tendu une tasse de thé. Elle n'avait jamais fait ça. Et dans son geste, j'ai senti la peur. Elle avait compris que je ne tomberais pas sans bruit. Le lendemain, un autre détail avait changé. Le cadre de la photo de mariage, celui qu'elle avait retiré, était de nouveau là. Mais l'image à l'intérieur n'était plus la même. C'était une photo de Camille enfant, sur les genoux d'Henri. Moi, j'étais absente. Je n'ai rien dit. Je suis montée au grenier. J'ai fouillé dans les boîtes une fois de plus. Et c'est là que je l'ai trouvée. Une clé. Petite, fine, rouillée, accrochée à un porte-clés en cuir. Je savais ce qu'elle ouvrait. La cave. Personne n'y était descendu depuis des mois. Henri en avait fait son refuge. Et puis, un jour, il avait mis une serrure. Je suis descendue, une lampe à la main. L'air y était humide, stagnant. L'odeur de poussière, mêlée à quelque chose d'autre, plus acide. Au fond, un meuble recouvert d'une bâche. Je l'ai soulevé. Dessous, une valise. Dedans, des carnets, des cassettes audio, une boîte scellée et une lettre, cette fois non adressée à moi, mais à Camille. Je suis restée longtemps immobile, la lettre à la main, comme si le papier lui-même pouvait brûler. Il n'y avait pas d'enveloppe, juste une feuille, pliée soigneusement, au bord jauni, écrite à l'encre bleue, de cette écriture reconnaissable entre toutes, celle d'Henri. Camille, si tu lis ceci, c'est que j'ai décidé de te dire ce que j'ai toujours tu depuis le début. J'ai fait des choix, certains bons, d'autres terribles. Mais je ne veux pas que tu portes mes fautes, ni que tu construises ton avenir sur une illusion. Solange ne t'a jamais volé quoi que ce soit. C'est moi qui ai menti, omis, fui. Tu crois connaître l'histoire, mais tu n'as entendu qu'un seul côté. Et ce n'était pas le vrai. Je ne savais pas quoi faire. J'étais la lectrice d'un message qui ne m'était pas destiné, une espionne involontaire. Mais je continuais, lentement, ligne après ligne. Ta mère et moi, c'était fini bien avant que tu comprennes. Elle m'a éloignée. Elle m'a fait croire que je n'étais qu'un portefeuille avec des bras. Et puis, Solange est arrivée. Elle m'a redonné une place, une voix. C'est elle qui m'a sauvée, pas l'inverse. Je me suis assise sur une caisse. Mes jambes tremblaient. Henri n'avait jamais parlé ainsi. Pas de vive voix. Et Camille, elle, semblait ignorer tout cela. Dans la valise, il y avait aussi un enregistrement. Une cassette audio, avec une étiquette « Mars 2012 », pour mémoire. J'ai remonté du sous-sol en tenant la valise comme un trésor volé. Je ne voulais pas que Camille la voie. Pas encore. Dans ma chambre, j'ai fouillé dans une armoire. Derrière de vieux draps, un petit magnétophone, vestige d'un autre temps. J'ai inséré la cassette. Le bruit de fond, d'abord. Puis la voix d'Henri. J'enregistre ça parce que je sens que tout va basculer. Camille devient quelqu'un que je ne reconnais plus. Elle parle comme sa mère, pense comme elle, calcule tout. Et je vois bien comment elle regarde Solange, avec mépris, comme si elle n'était qu'un obstacle à éliminer. Sa voix tremblait. Je l'entendais inspirer fort, retenir ses larmes. Si jamais je ne suis plus là, je veux qu'on sache. Solange est la seule à avoir toujours été loyale. Elle ne mérite pas ce qui pourrait lui arriver. J'ai arrêté la cassette. Les mots flottaient dans la pièce, lourds, irrévocables. Plus bas, j'ai entendu Camille ouvrir et fermer des placards. Elle fouillait encore. Elle cherchait peut-être cette valise. Elle la savait là, quelque part. Ce soir-là, je n'ai pas dormi dans ma chambre. J'ai verrouillé la porte du grenier et je suis restée dans le bureau, une couverture sur les épaules, le magnétophone serré contre moi comme une relique. Au petit matin, Camille m'attendait à la cuisine, un sourire trop large, trop blanc. « Tu fais des insomnies ? Tu avais disparu. » Je l'ai regardée. Je cherchais juste un peu de vérité. Elle a haussé un sourcil. « Et tu l'as trouvé ?» Je n'ai pas répondu. Elle savait. Je savais. Le jeu venait de changer.
Camille a changé de comportement du jour au lendemain. Elle préparait du café avant même que je me lève, ouvrait les fenêtres, passait l'aspirateur. Elle me proposait des promenades, parlait de souvenirs. Mais je n'étais pas dupe. Ce n'était pas de la tendresse. C'était une mise en scène. Son regard, lui, restait glacé. Je le sentais sur ma nuque, insistant, comme une présence invisible. Quelque chose dans sa façon de me surveiller avait changé. Elle n'attendait plus. Elle calculait. Un matin, elle est sortie plus tôt que d'habitude. Elle m'a simplement dit qu'elle avait un rendez-vous à la mairie pour des papiers administratifs. J'ai attendu que la porte se ferme derrière elle avant de grimper au grenier. La valise était toujours là, intacte, mais je savais qu'elle finirait par la trouver. Alors je l'ai déplacée. Je l'ai cachée dans la remise extérieure, derrière un tas de bois inutilisé. Personne ne touchait à cet endroit depuis des années. De retour à l'intérieur, j'ai ressorti le magnétophone. La cassette suivante n'avait pas de titre, seulement une date, 17 mars. La voix d'Henri s'éleva, plus rauque, plus fatiguée. Je crois que Camille me déteste. Elle ne le dit pas, mais je le sens. Elle me parle comme à un vieil objet encombrant. Et Solange, elle ne voit rien, ou elle refuse de voir. Camille prend trop de place. Elle fouille. Elle note tout. Elle m'a menacée, hier, de tout faire exploser. Ma gorge s'est serrée. Henri n'était pas un homme impressionnable. Pour qu'il enregistre de telles choses, il avait dû avoir peur. Je l'imaginais, seul dans cette cave, parlant au magnétophone comme à un confident muet. Seul refuge face à l'escalade de Camille. Ce soir-là, Camille est rentrée avec un sac plastique d'une pharmacie. Quand elle m'a vue, elle a souri. « J'ai pris des vitamines pour toi. Tu sembles épuisée. »« Je dors peu, » ai-je répondu. Les souvenirs me poursuivent. Elle a posé le sac sur la table, lentement. « Il faut tourner la page, Solange. C'est ce qu'il aurait voulu. Ce qu'il voulait, je le découvre chaque jour dans ses affaires. » Elle a figé son regard dans le mien. Quelles affaires? Celles qu'il m'a laissées. Elle s'est approchée. Son sourire avait disparu. Il ne t'a rien laissé. Il avait des regrets, tu sais. Il m'en parlait souvent. Mensonge. Je l'ai lu sur ses lèvres. Tu parles de la lettre? Celle qu'il t'a écrite, juste avant de mourir? Elle n'a pas répondu. Mais sa mâchoire s'est contractée. Tu l'as lue, n'est-ce pas? Elle a détourné les yeux, puis a murmuré, comme à elle-même. Il a toujours choisi les autres. Jamais moi. Même enfant. Alors tout s'éclaira. Ce n'était pas la maison qu'elle voulait. C'était une revanche. Une vengeance tardive. Ce soir-là, j'ai verrouillé ma porte à double tour. Cette nuit-là, je n'ai pas fermé l'œil. J'ai entendu les bruits de la maison comme jamais auparavant. Le craquement des poutres, le soupir du vent sous les tuiles. Mais aussi, des pas. Lents, prudents. Juste au-dessus, dans le couloir. Puis plus rien. Je suis restée immobile sous ma couverture, retenant ma respiration. Était-ce Camille, ou bien mon imagination, nourrie par les jours d'angoisse? Je ne pouvais plus faire la différence entre le réel et la peur. Au petit matin, j'ai trouvé la porte du grenier entr'ouverte. Je l'avais pourtant verrouillée moi-même. La valise n'était plus dans la remise. Mes doigts ont commencé à trembler. J'ai couru dans toute la maison. Chaque pièce, chaque placard. Rien. Disparu. Camille n'était pas là. Son lit défait. Sa tasse encore humide dans l'évier. Je me suis assise dans le fauteuil d'Henri, le cœur battant. Une voix dans ma tête murmurait que c'était terminé, que tout ce qu'il restait de lui venait d'être volé. Mais en glissant ma main entre les coussins du fauteuil, mes doigts ont frôlé un objet dur. Une cassette, sans étiquette. Je l'ai glissée dans le magnétophone. J'ai appuyé sur lecture. D'abord, le silence, puis une respiration, celle de Camille. « Tu veux savoir la vérité, papa? La vraie? Celle que personne ne dit à voix haute? Tu disais que maman était dure, froide, manipulatrice. Mais toi, tu es quoi? Un lâche. Tu as fui. Tu m'as laissé seule avec elle. Et tu as trouvé Solange, comme on adopte un refuge. Tu ne l'aimes pas. Tu as juste besoin qu'on te pardonne. Mais moi, je ne pardonne pas. Je reprendrai tout ce que tu m'as volé, même après ta mort. » La cassette s'est arrêtée brusquement. Mes mains tremblaient. Je l'avais toujours cru blessée, en manque d'amour. Mais ce n'était pas seulement une fille abandonnée. C'était une femme pleine de rancune, rongée par la haine. Quand Camille est rentrée, elle a trouvé la cassette sur la table. Elle a pâli, mais n'a rien dit. Pas un mot. Je me suis levée lentement. « Où est la valise ?» ai-je demandé. Elle a haussé les épaules. « Quelle valise ? Tu sais de quoi je parle ?» Elle a approché son visage du mien, trop près. Elle sentait la menthe et le danger. « Tu crois que ça te protège ?
Ces vieilleries, ces enregistrements, personne ne t'écoutera. Tu n'es rien, tu es juste une vieille femme dans une maison qui ne lui appartient plus vraiment. Je n'ai pas bougé, j'ai planté mes yeux dans les siens. Tu m'as sous-estimée, Camille. C'est une erreur que ton père a faite aussi. Une seule fois. Elle a reculé d'un pas, puis elle a souri. Un sourire vide. Tu ne sais pas ce que j'ai fait. Non, mais je sais ce que je vais faire. Ce soir-là, j'ai imprimé chaque lettre, chaque note, chaque enregistrement. Je les ai rangés dans une enveloppe que j'ai adressée à un notaire. Et j'ai gardé une copie dans un endroit que personne ne trouvera jamais. Pas même elle. Depuis ce jour, Camille ne m'adresse presque plus la parole. Elle évolue dans la maison comme une ombre, présente mais distante. Pourtant, je sais qu'elle écoute. Elle m'épie. Parfois, quand je parle seule dans la cuisine, je sens un frisson dans mon dos. Et je me tais aussitôt. La maison, notre maison, semble différente, plus froide. Les murs renvoient l'écho de notre silence. Chaque porte qui grince est une menace. Chaque plancher qui craque, une alerte. Je commence à douter de tout. Je vérifie 3 fois que j'ai bien fermé les portes. Je cache les doubles des clés dans des endroits différents. J'ai même collé une bande de scotch transparent sur les tiroirs du bureau, juste pour voir si quelqu'un les ouvre en mon absence. Ce matin, j'ai découvert que la bande avait été décollée et recollée à la va-vite. Je n'ai pas eu besoin de chercher longtemps pour comprendre. Mes copies des lettres d'Henri avaient disparu. Pas les originales, mais les duplicata. Ceux que j'avais rangés dans une chemise bleue, dans le 2e tiroir. Elle les a lus. Elle sait tout ce que j'ai. Et elle ne reculera pas. Alors j'ai décidé de ne plus subir. Je me suis rendue à la bibliothèque municipale de Lyon. Dans l'espace archives, j'ai consulté les registres de propriété, les dates de transaction. J'ai imprimé tout ce qui prouvait ma présence légale dans cette maison depuis plus de 20 ans. J'ai aussi rencontré Maître Delorme, le notaire que nous avions choisi, Henri et moi. Il se souvenait de nous, de moi surtout. Il a confirmé que nous avions signé ensemble, que le prêt avait été payé pour moitié avec mon héritage. J'ai quitté son bureau avec un dossier épais sous le bras. Des preuves. Du solide. Pas de sentiments. Juste la vérité écrite noir sur blanc. De retour à la maison, Camille m'attendait dans l'entrée. « Tu étais où ?» me demanda-t-elle, glaciale. « En ville », ai-je répondu sans détour. « Tu aurais pu prévenir. » Je l'ai regardée, droite, assurée. « Tu aurais pu ne jamais fouiller mes affaires. » Elle n'a pas répondu, mais son visage s'est durci. Elle savait que je savais. « Pourquoi tu fais ça, Camille ?» lui ai-je demandé. « Henri t'aimait. Il voulait te protéger, mais pas au prix du mensonge. » Elle a ricané. « Il ne m'a jamais protégée. Il m'a fui, comme il a fui tout ce qu'il ne comprenait pas. Toi, tu étais la récompense, la médaille, et moi, le rappel de ses erreurs. Je l'ai observé. Une partie de moi aurait voulu l'atteindre, la comprendre, mais une autre, plus profonde, plus ancienne, savait qu'il était trop tard. Cette nuit-là, j'ai entendu des bruits au sous-sol, une porte qu'on referme, des pas, un souffle. J'ai pris la lampe torche et je suis descendue, mais il n'y avait personne. Seulement un courant d'air froid et l'impression d'être observée par des yeux invisibles. Je n'ai pas fermé l'œil. Depuis l'épisode du sous-sol, la peur ne m'a plus quittée. Elle s'insinue dans chaque geste, chaque regard, chaque silence. Ce matin, je suis retournée au grenier. J'avais besoin de comprendre ce que je n'avais pas encore vu. Quelque chose m'échappait. Et c'était là. Je le sentais. J'ai déplacé les cartons, fouillé derrière les vieilles malles, les couvertures de laine. Puis, au fond d'un tiroir poussiéreux de la vieille commode d'Henri, j'ai trouvé un petit carnet en cuir noir, très fin, fermé par un élastique. Il n'y avait que quelques pages remplies, une écriture tremblante, nerveuse. Ce n'était pas le ton habituel d'Henri. C'était celui de la peur. 12 avril. Camille est étrange ces derniers temps. Elle parle seule. Elle reste dans le jardin des heures. Parfois, je la trouve dans le bureau, à lire mes dossiers. Elle prétend chercher un vieux livre, mais je sais qu'elle fouille. Elle sait peut-être. 18 avril. Elle m'a demandé si j'avais modifié mon testament. Ce n'est pas normal. Elle ne cherche plus seulement à s'installer ici. Elle veut effacer tout ce que j'ai construit avec Solange. 21 avril. J'ai peur de Camille. Je le dis pour la première fois. Il y a dans son regard quelque chose que je ne reconnais pas. Ce n'est plus ma fille. C'est autre chose. Quelque chose de plus froid. Je me suis arrêtée de lire, glacée. Henri avait vu. Il avait compris.
Mais trop tard. Plus loin dans le carnet, une note griffonnée, presque illisible. Si quelque chose m'arrive, ce ne sera pas un accident. Solange. Pardonne-moi de ne pas avoir agi plus tôt. J'ai senti ma gorge se nouer. Tout mon corps tremblait. Je suis descendue, le carnet à la main, décidée à le cacher ailleurs. Hors d'ici. Mais à peine arrivée au rez-de-chaussée, Camille était là, assise dans le salon, immobile. « Tu étais au grenier ?» m'a-t-elle demandé d'une voix calme. Je n'ai pas répondu. Ses yeux se sont baissés vers mes mains. Elle a vu le carnet. « Tu l'as trouvé. » Ce n'était pas une question. C'était une constatation. « C'était donc vrai ?» ai-je murmuré. « Tu lui en voulais ?» Elle a souri, un rictus figé. Il ne m'a jamais cru capable de tenir tête. Il avait tort. J'ai reculé d'un pas, serrant le carnet contre moi. Ce que tu as fait, ce que j'ai fait, il s'est effondré dans le jardin tout seul. Une crise cardiaque. Tu veux que je sois coupable de ses faiblesses aussi ? Je ne reconnaissais plus sa voix. Elle était plate, métallique. Il avait peur de toi, ai-je dit. Il l'a écrit. Elle s'est levée lentement. Ce carnet ne prouve rien. Juste ses doutes, sa paranoïa. Et toi, tu es seule, une veuve fragile. Tu crois que quelqu'un t'écoutera ? J'ai reculé encore, mais elle n'a pas avancé. Elle s'est contentée de chuchoter. Tu veux savoir le pire ? Je ne l'ai pas aidée. Je ne l'ai pas empêchée non plus. Elle a tourné les talons et est sortie du salon. J'ai attendu. Longtemps. Puis j'ai composé un numéro. Allô ? Maître Delorme ? C'est Solange. J'ai quelque chose à vous remettre. Urgent. J'ai quitté la maison avant l'aube, carnet serré contre moi comme une preuve vivante. J'ai marché jusqu'à la station de métro, la gorge nouée, le cœur battant trop vite. À chaque pas, je croyais entendre Camille derrière moi, prête à me rattraper, à m'arracher ce qu'elle voulait cacher. Maître Delorme m'attendait déjà. Il avait réservé une salle à part dans l'étude, loin des regards. Je lui ai tendu le carnet sans un mot. Il l'a feuilleté lentement, les sourcils froncés, en silence. « C'est bien son écriture », a-t-il murmuré. « Et la datation du papier, de l'encre, tout semble correspondre. Vous pensez que cela peut suffire ?» Il a relevé les yeux vers moi. « Ce n'est pas un aveu, Solange, mais c'est un témoignage. Et dans le contexte, c'est lourd de sens. Il m'a conseillé de faire une déclaration auprès des autorités, de porter plainte si je me sentais menacée. Mais pouvait-on vraiment accuser Camille ? Elle n'avait rien fait, officiellement. Et Henri était déjà sous terre. Je suis rentrée en fin de journée, vidée. Camille n'était pas là. Pas un mot, pas une trace. Son manteau avait disparu de l'entrée. Je me suis assise dans la cuisine, dos à la fenêtre, et j'ai bu lentement un thé que je n'ai pas goûté. Je pensais à tout ce que nous avions traversé, Henri et moi, à ce que cette maison avait contenu d'amour, de douleur, de promesses. Et maintenant, il ne restait que des secrets et une guerre silencieuse. Vers 22h, j'ai entendu la porte d'entrée. Des pas lents dans le couloir. Elle était de retour. Elle est entrée dans la cuisine comme si de rien n'était. « Tu as fait du thé ? Il est froid ?» ai-je répondu sans la regarder. Un silence pesant. Puis, elle s'est assise, en face de moi. « Tu veux me faire passer pour une meurtrière ? Je ne veux rien. Je veux juste la paix. » Elle a ricané. « La paix ? Tu crois que la paix vient sans guerre ?» Elle a sorti de sa poche une clé USB et l'a posée entre nous, sur la table. Voilà ce que j'ai trouvé dans les affaires de papa. Un enregistrement. Il parlait seul, tu sais. Il enregistrait ses pensées, ses doutes, ce qu'il ne pouvait pas écrire. Je n'ai pas bougé. Je n'ai pas touché cette clé. Tu devrais l'écouter. Tu comprendrais pourquoi il m'évitait, pourquoi il t'a protégé, même à la fin. Ses yeux brillaient, de colère ou de larmes contenues, je ne sais plus. Elle s'est levée, lentement. Ah, tu vois, Solange, parfois ce ne sont pas les actes qu'on regrette, c'est ce qu'on n'a pas osé faire. Et elle est partie se coucher, me laissant seule avec la clé, le carnet et ce doute insidieux qui grattait au fond de ma mémoire. Et si je n'avais pas tout vu ? Et si Henri avait laissé d'autres vérités, d'autres couches de silence à déterrer ? Ce soir-là, je n'ai pas ouvert la clé USB. Pas encore. Je n'ai pas allumé la lumière. Le couloir était silencieux, plongé dans cette pénombre qui déforme les contours. Camille dormait. Du moins, je l'espérais. La clé USB brûlait dans ma poche comme un secret vivant. Je suis entrée dans le bureau et j'ai fermé doucement la porte derrière moi. L'ordinateur s'est allumé dans un léger vrombissement. J'ai inséré la clé. Un seul fichier. Audio. Nommé simplement Avril dernier MP3. J'ai mis mes écouteurs. J'ai cliqué. La voix d'Henri. Fatiguée, essoufflée, fragile. Je ne sais pas à qui je parle. À moi-même.
à Solange, à personne. Mais j'ai besoin de dire ces choses. Camille est revenue vivre ici comme une ombre. Elle dit qu'elle veut se rapprocher de moi, mais je sens autre chose. Une tension, une attente. Je me suis surpris à la regarder, la nuit, depuis l'escalier. Elle me fixe, parfois, comme si j'étais déjà un souvenir. J'ai changé mon testament. Je n'ai rien dit. J'ai tout laissé à Solange. Parce que c'est elle qui m'a tenu debout, qui a supporté mes silences, mes colères, mes absences. Camille ne le sait pas encore, mais elle devinera. Et quand elle saura, je crains ce qu'elle pourrait faire. Le son s'interrompt un instant, puis reprend, plus bas. J'ai fait une erreur. J'ai cru qu'en l'accueillant, je réparerais le passé. Mais elle est ailleurs. Elle est ailleurs depuis longtemps. Je me suis figée, mon souffle bloqué. Henri avait peur, réellement peur. Si quelqu'un écoute ça, alors sachez que je n'ai jamais douté de Solange. Pas une seule seconde. Elle est mon refuge. Le fichier s'est terminé sur un froissement, comme s'il avait été interrompu brutalement. Je suis restée là, incapable de bouger. Henri avait pressenti ce qui allait arriver. Et pourtant, il n'avait rien fait. Par loyauté, par fatigue, par amour pour Camille. Quand j'ai retiré les écouteurs, un frisson m'a parcouru. Derrière moi, dans l'encadrement de la porte, Camille me regardait. « Tu l'as écouté ?» dit-elle simplement. Je n'ai pas répondu. Elle est entrée, lentement. Son visage était impassible. Tu vois, même lui avait peur. Et pourtant, il t'a laissé dans cette maison, seule, avec ce poids. Ce n'est pas un poids, Camille. C'est une vérité. Elle a souri, un sourire blessé, étrange. Tu crois que la vérité te protège ? Moi, je crois qu'elle te condamne. Elle a tendu la main vers la clé. Donne-la-moi. Je l'ai serrée dans mon poing. Non. Le silence s'est tendu entre nous, coupant l'air comme une lame. Puis elle a reculé. Un seul pas, suffisant pour me faire comprendre que cette guerre-là n'était pas finie. Elle allait changer de forme. Elle a refermé la porte derrière elle sans un mot. Et moi, j'ai gardé la clé. Je n'ai presque pas dormi cette nuit-là. Le souffle de Camille dans la pièce d'à côté résonnait comme un écho d'orage prêt à éclater. Je me tournais, encore et encore, les yeux ouverts sur le plafond noir. Je pensais à Henri, à ses mots, à son silence, à cette peur qu'il n'avait jamais su m'avouer de son vivant. Le matin est arrivé sans lumière. Un ciel gris, bas, écrasant. J'ai préparé du café sans faim, les mains tremblantes. Camille n'est pas descendue. Elle me laissait du répit, ou elle préparait quelque chose. Le facteur est arrivé en fin de matinée. Une enveloppe à mon nom. Aucune adresse. Aucun timbre. À l'intérieur, une photo. Floue, ancienne. Camille enfant. Henri derrière elle. Floue aussi. Et, au dos, une phrase griffonnée à la hâte. On récolte ce qu'on sème. Mes mains ont glissé. Le café a éclaboussé le sol. Chaud. Brûlant. Je me suis accrochée à l'évier pour ne pas tomber. Elle savait. Elle savait que j'avais écouté l'enregistrement. Et maintenant, elle menaçait. Mais quoi ? Que pouvait-elle encore faire ? J'avais le carnet, la clé, la mémoire de ce que j'avais entendu. Mais j'avais aussi la solitude, le doute, la fatigue. Dans l'après-midi, j'ai décidé de retourner au grenier. Je ne sais pas pourquoi. J'avais l'intuition que quelque chose m'échappait encore. J'ai fouillé, longtemps, derrière les cartons, les vieilles couvertures, les albums oubliés. Et puis, sous une pile de vieux journaux, un petit coffret en bois, fermé, mais pas verrouillé. À l'intérieur, une clé, pas celle d'une porte, une clé de garage, et une enveloppe. À mon nom, Solange. Si tu trouves ceci, c'est que je n'ai pas eu le courage de te parler. Je n'ai jamais su gérer Camille. Elle me faisait peur. Elle me manipulait. Elle m'aimait, peut-être, à sa manière tordue, mais elle ne t'acceptait pas. Je lui ai menti. Je lui ai dit que tu partirais, que tu n'étais là que pour un temps. Je n'ai pas su réparer. Je t'ai trahi. Mais cette maison est à toi. Elle te revient. Henri. Je suis restée figée. La trahison m'a frappée plus fort que tout. Henri m'avait protégée à demi, mais aussi trahi pour calmer Camille. Il avait vécu dans la peur et m'avait laissé vivre dans l'illusion. En bas, j'ai entendu une porte claquer. J'ai descendu les marches comme en rêve. Camille était dans le salon. Elle tenait un sac, prête à partir. « Tu as trouvé la clé ?» demanda-t-elle sans me regarder. « Oui, bien. Alors tu sais, je me suis approchée. Je sais que tu le faisais chanter.
que tu l'as poussé dans ses retranchements, qu'il avait peur de toi. Elle a éclaté de rire, un rire froid, cassé. Il avait peur de lui-même, pas de moi. Il m'a utilisé, comme il t'a utilisé. Tu crois qu'il était un saint? Tu crois que tu le connaissais? J'ai serré la clé dans ma main. Je sais qu'il m'aimait, et je sais que toi, tu n'aimes personne. Elle a haussé les épaules. L'amour, c'est une faiblesse. Puis elle est partie. La porte s'est refermée. Le silence est retombé. J'étais seule. Enfin. Mais à quel prix? Je n'ai pas quitté la maison pendant 2 jours. J'avais besoin de silence. Pas celui qu'on subit, mais celui qu'on choisit. Je n'ai pas ouvert les volets. J'ai laissé les murs me parler. Les souvenirs flottaient, suspendus, comme si Henri était encore là, derrière une porte qu'il n'ouvrait plus. La clé trouvée dans le coffret m'obsédait. Une clé de garage. Mais lequel? Pas celui attenant à la maison. Je l'utilise tous les jours. Non. L'autre. Celui au fond du jardin, fermé depuis des années, que même Henri n'approchait plus. Il disait qu'il y rangeait les choses qu'on n'utilise plus. Rien d'important. Je ne l'avais jamais cru. La nuit était tombée quand je m'y suis décidée. Une lampe torche dans une main, la clé dans l'autre. Le jardin était humide, la terre gorgée des pluies récentes. J'ai traversé lentement, comme si j'allais troubler un sommeil ancien. La serrure a résisté, puis a cédé. L'odeur m'a saisi d'un coup, renfermée, bois moisi et quelque chose d'autre, plus métallique. À l'intérieur, des étagères, des cartons et une malle, ancienne, en cuir noirci. Je m'en suis approchée, le cœur battant trop vite. Je l'ai ouverte. Des vêtements, un manteau d'homme, un foulard, une paire de lunettes cassées, et au fond, une boîte en fer, fermée. Je l'ai tirée vers moi, l'ai ouverte avec les doigts tremblants. Des lettres, beaucoup, toutes signées du même nom, Claire M. Toutes adressées à Henri, toutes pleines de mots qui brûlent. Je t'attendrai toujours. Je comprends que tu ne puisses pas lui dire la vérité. Camille mérite de savoir. Je suis restée là, agenouillée sur le sol froid du garage. Mes jambes ne me portaient plus. Henri avait aimé une autre. Longtemps, peut-être pendant notre mariage. Et Claire était la mère de Camille. Un bruit derrière moi. Je me suis retournée. Camille. Elle me fixait, figée dans le cadre de la porte. Trempée, boue sur les bottes, les yeux noirs d'une colère sourde. « Tu n'aurais pas dû venir ici », dit-elle doucement. Je me suis levée lentement. « Il t'a abandonnée, Camille. Pas moi. » Elle a secoué la tête. « Tu ne comprends toujours pas. Ce n'est pas lui que je voulais punir. C'était toi. Toi, qui lui as pris ce qu'il restait de lumière. Il m'a choisi. » Elle a ri, un rire sec, glacial. « Non, il a choisi de mentir. Comme toujours. » Elle a fait un pas vers moi. « Donne-moi les lettres. » Non. Elle a levé la main, comme pour me gifler, mais elle s'est arrêtée net. Un cri, animal, lointain, un gémissement profond, venu de sous la terre. Nous avons toutes deux tourné la tête vers le fond du jardin. Quelque chose, ou quelqu'un, avait bougé sous les feuilles mortes. Je n'ai pas bougé, Camille non plus. Puis elle a murmuré, « Il n'a jamais quitté cette maison. » Et elle a couru. J'ai couru après Camille sans réfléchir. Le vent fouettait mon visage. Les branches griffaient mes bras, et mon souffle se brisait dans l'air froid. Elle avait disparu entre les arbres, là où le jardin devenait presque sauvage, là où Henri refusait que quiconque s'aventure. Mais moi, j'y suis allée. Là, à la lisière, se trouvait un vieux puits. Je ne l'avais jamais vraiment regardé. Henri disait qu'il était bouché, dangereux, qu'il avait fait sceller l'ouverture avec des pierres. Mais maintenant, ces pierres gisaient à terre, déplacées, et Camille se tenait là, immobile, le regard plongé dans le vide noir du puits. « Tu n'aurais pas dû trouver les lettres, » dit-elle sans se retourner. « Tu les as gardées ici, toutes ces années ?» Elle a hoché la tête. Maman les avait cachées. Elle m'a tout dit avant de mourir. Elle m'a dit qu'Henri t'avait choisi pour de mauvaises raisons, que c'était un lâche, qu'il n'avait jamais eu le courage de m'aimer pleinement. Je me suis approchée, à pas lents. Chaque mètre me coûtait. « Et tu as décidé de te venger ?» Elle s'est tournée enfin, et ses yeux étaient vides. Plus de haine, plus de colère, juste une absence. J'ai décidé de le garder ici, de ne pas le laisser partir, de le faire payer. Il voulait me quitter pour te suivre, toi. Alors je l'ai arrêté. Elle a sorti quelque chose de sa poche. Une montre, celle d'Henri, cassée, figée sur 23h17. « Tu mens ?» ai-je soufflé.
Non, il est là. Il est toujours là. Et toi aussi tu resteras, comme lui. Elle a fait un pas vers moi, et soudain, tout est allé très vite. J'ai trébuché. Mon pied a glissé dans la boue. Elle a tendu la main pour me retenir. Mais il était trop tard. Je suis tombée, mais pas dans le puits. Juste contre la margelle, violemment. Ma tête a heurté la pierre. Le monde a vacillé. Quand j'ai rouvert les yeux, Camille avait disparu. Le puits était vide, silencieux, comme si rien ne s'était passé. J'ai rampé jusqu'à la maison. Chaque mouvement était un supplice. J'ai réussi à atteindre le téléphone, appeler la police, expliquer à moitié, balbutier. Je ne sais même pas comment ils m'ont comprise. Ils sont venus, ils ont fouillé, ils ont trouvé le corps d'Henri, dans une cavité murée derrière le puits, enterré là depuis des mois. Camille avait simulé tout, le chagrin, la colère, l'héritière lésée. Elle avait tué son père et tenté de me faire croire qu'il était mort de sa propre main ou qu'il m'avait trahi. Tout pour me briser, me faire fuir, me voler la maison. Mais c'est elle qui s'est enfuie. Elle court encore quelque part. Les enquêteurs ont épluché les documents, les lettres, les enregistrements. Tout m'a été restitué. On m'a cru, on m'a protégée. Et moi, je suis restée. La maison n'est plus silencieuse. Elle respire, elle me parle. Parfois, le soir, j'entends un craquement dans l'escalier ou le bruit léger d'un pas dans le couloir. Je ne ferme plus les portes à clé. Je laisse la lumière allumée dans l'entrée. Et je vis, avec la mémoire, avec l'absence, et avec ce que la maison a voulu me révéler. Parce qu'au fond, ce n'est pas moi qui ai découvert la vérité, c'est la maison qui me l'a montrée.